Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes au siège du Parena pour nous entretenir avec le président Tchébien Dramé pour parler de l'an 2 du pouvoir Libeka. Donc, l'année dernière, nous étions là, à la même époque, pour parler de l'an 1 avec le secrétaire général, M. Djigiba qui est à PPR. Donc, cette année, nous allons interviewer le président Tchébien Dramé. M. Dramé, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre siège, dans le siège de votre parti. Le mémorandum du Parena concernant les affaires de malversation et de détournement est encore dans toutes les têtes. Et nous-mêmes, en tant que médias alternatifs, avions eu à dénoncer ces manquements. Quel est votre avis aujourd'hui sur l'immobilisme de la justice face à tous ces problèmes? Je vous remercie beaucoup de l'effort que vous faites, du temps que vous prenez pour recueillir les avis du Parti pour la Renaissance nationale sur la situation politique, économique et sociale du pays. Pour répondre à votre question, je crois que les autorités maliennes, le président de la République en tête, ont pris l'engagement qu'il n'y aurait pas d'impunité sur ces graves affaires d'atteinte à la morale publique. Et je crois que le peuple malien, l'opinion nationale et internationale sont à l'écoute pour savoir si des actes vont suivre les engagements qui ont été pris. Pour le moment, il n'y a pas d'acte. Il faut souhaiter qu'au tournant de l'an 3 de son mandat, que le chef de l'État réalise qu'il est important pour la puissance publique de joindre l'acte à la parole et que ces graves manquements ne restent pas impunis et ne relèvent pas du domaine des faits divers. Merci beaucoup, M. Dramé. Comme deuxième question, j'ai une question concernant l'accord de Ouagadougou et le processus électoral qui a suivi cet accord. Vous-même étant l'un des principaux artisans de l'accord de Ouagadougou, qui a permis aux Maliens d'aller aux élections, comment expliquez-vous votre défection ou le fait que vous avez refusé d'aller aux élections? Comment expliquez-vous ce choix? Est-ce qu'il y a eu comme une rupture de confiance au processus qui a suivi la mise en place de l'accord de Ouagadougou? Vous évoquez des questions qui c'est un sujet qui est vieux de moins de 2 ans maintenant. Non, le Parena a estimé simplement qu'il était important de donner la priorité à la mise en œuvre de l'accord. Parce que l'accord de Ouagadougou, vous vous souvenez, avait sauvé l'essentiel pour le Mali. L'essentiel, c'était quoi? C'est le respect de l'intégrité du territoire, c'est l'unité nationale du Mali, c'est la forme laïque et républicaine de l'État, et c'est l'acceptation des groupes armés. Que la région de Kidal, comme toutes les autres régions, sont partie intégrante du territoire malien, et que par conséquent, les forces armées et de sécurité du Mali devaient être redéployées dans ces régions, et que l'administration devait être redéployée, et que les groupes rebelles devaient être cantonnés. Voilà les principaux axes de l'accord de Ouagadougou. L'évaluation du Parti pour la Renaissance nationale était qu'il fallait concentrer tous les efforts sur la mise en œuvre de l'accord, son application. Malheureusement, c'est un point de vue qui n'a pas prévalu et nous en avons tiré les conséquences. Sauf qu'il n'était pas raisonnable de tenir des élections dans les milieux qui étaient partis. Nous en avons tiré les conséquences en nous retirant du processus de l'élection présidentielle. On voit aujourd'hui avec le recul que si le Mali et les partenaires du Mali avaient donné la priorité à la mise en œuvre de l'accord, avaient battu le fer quand il était chaud, aujourd'hui, il n'y aurait pas eu dans les mois qui ont suivi des tentatives de remise en cause des engagements qui ont été pris à Ouagadougou. Rappelons-le encore une fois, le respect de l'intégrité du territoire national, l'acceptation de l'unité nationale du Mali, la forme laïque et républicaine, le cantonnement des combattants des groupes rebelles, le redéploiement de l'administration et des forces armées de sécurité. Si nous avions mis en œuvre
ces dispositions, nous ne serions pas certainement encore en train de nager dans la crise du Nord. Merci M. Dramé. Aujourd'hui, beaucoup de voix s'élèvent contre le rôle et la présence de la MINUSMA aujourd'hui au Mali. Est-ce que vous pensez que les forces armées et de sécurité maliennes sont en mesure de lutter seules contre les différentes formes de terrorisme présentes ici au Mali? Est-ce que vous pensez que les Maliens doivent être indulgents avec la MINUSMA? Et la MINUSMA, de notre point de vue, prend souvent des décisions unilatérales. Quel est votre avis sur la méfiance des Maliens vis-à-vis de la MINUSMA? La MINUSMA est l'expression de la solidarité du reste du monde vis-à-vis du Mali. C'est l'expression de la solidarité du reste du monde, mais aussi de l'Afrique vis-à-vis du Mali. Le Mali est membre de la communauté des nations. Le Mali est membre des Nations Unies. Donc, la MINUSMA, c'est aussi le Mali. La MINUSMA, ce sont nos voisins. Ce sont des jeunes Sénégalais, Togolais, Nigériens, Burkinabés, Tchadiens, entre autres, qui viennent nous aider à faire face à une situation que nous n'avons pas pu gérer. Parce que si nous, Maliens, avions pu gérer la crise du Nord avant qu'elle ne déborde, si nous avions réussi à faire face tout seuls à la crise du Nord, si nous avions les forces armées et de sécurité pour faire face à la crise du Nord, si nous avions la mobilisation nationale qu'il fallait pour faire face à la crise du Nord, il n'y aurait certainement pas eu cette mobilisation internationale à notre échelle. Alors, puisque nous n'avons pas pris les décisions qu'il fallait au moment où il fallait les prendre, que nous n'avons pas pris nos responsabilités au moment où il fallait les prendre, le reste du monde est venu au secours du Mali. Et nous nous en sommes félicités en son temps. Que l'Afrique et le monde se soient mobilisés pour aider le Mali à faire face à un leader terroriste. Et cette solidarité internationale s'est traduite, entre autres, par la mise en place d'une mission de stabilisation, qui est la MINUSMA. Encore une fois, dans l'examen de cette situation, y compris d'éventuelles erreurs qui sont commises, nous ne devons pas oublier qu'il s'agit de forces armées du pays voisin du Mali, et que ce sont des jeunes du Burkina, du Niger, qui meurent pour notre liberté et pour notre stabilité. Que ce sont des jeunes du Sénégal, des jeunes du Togo, des jeunes du Bénin, des jeunes du Tchad, qui viennent prendre des risques pour la liberté du Mali, pour la stabilité du Mali. Donc, moi je vous recommanderais que nous calmions un peu le jeu quand nous évoquons la situation de la MINUSMA. Et que nous regardions ce que nous-mêmes nous aurions pu faire. Et ce que nous devons faire aujourd'hui. Effectivement, vous avez dit que la MINUSMA prend des décisions unilatérales. Mais enfin, il y a un gouvernement dans ce pays. Où est-il? Que fait-il par rapport à ça? Pour que les Maliens n'interrogent pas ce que fait notre gouvernement et ce que notre gouvernement ne fait pas en termes de coordination, en termes d'indication à la MINUSMA de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Notre gouvernement, quelquefois, fait des communiqués pour se plaindre comme n'importe quel Malien. Mais enfin, quand on est un gouvernement, on ne peut pas être là à la rubrique des communiqués. On est dans la rubrique de l'action. Et malheureusement, c'est un manque. Dans la gestion de la crise du Nord de façon générale, il est évident qu'on ne sent pas le leadership de notre gouvernement. Qu'on ne voit pas en quoi notre gouvernement assure le contrôle du processus de sortie de crise. Quand cela n'est pas le cas, il est évident que les autres acteurs, même internationaux, même bilatéraux, peuvent trouver des marges de manœuvre. Autrement, mais si un gouvernement qui assume ses responsabilités, qui fait ce qu'il faut faire, qui indique ce qu'il faut faire, qui donne le ton, qui indique le tempo, la situation aurait pu être bien différente. Et quelles que soient les défaillances et les ça et là, n'oublions pas deux choses.
c'est que l'aménagement est l'expression de la solidarité du reste du monde à notre endroit. La deuxième chose, c'est que l'aménagement est composé, entre autres, et même principalement, de jeunes en uniforme de pays voisins accourus au secours du Mali. Et qu'en continuant à parler à leur sujet d'une certaine manière, nous ne sommes pas très sûrs que cela ferait plaisir dans leur pays. Donc, n'oublions pas que nous bénéficions de la fraternité et de la solidarité des autres. Faisons en sorte que notre gouvernement joue pleinement son rôle. Quand il jouera pleinement son rôle, il y a beaucoup de questions déplorées aujourd'hui par les Maliens qui peuvent trouver leur réponse. Merci M. Dramé. Vous avez parlé de l'inertie du gouvernement face à l'aménagement. Est-ce que vous comprenez les Maliens qui disent que le gouvernement est dos au mur et que le président Ibeka ne peut pas, comment dirais-je, prendre des décisions qui iront à l'encontre de celles qui ont été prises par l'aménagement, parce que d'aucuns disent que l'aménagement serait le bras armé de la France et qu'elle aurait des dessins cachés qu'il a fouillés. L'aménagement, si l'on veut parler de bras armés, l'aménagement, c'est le bras armé de la communauté internationale. L'aménagement, je l'ai dit tantôt, c'est l'expression de la volonté de toute la communauté internationale de venir en aide au Mali. Alors, est-ce que notre gouvernement a dos au mur? Est-ce que le président a dos au mur? Je veux dire que la crise du Nord, telle qu'elle est aujourd'hui, 2 ans après l'arrivée au pouvoir du président de la République, Ibeka, l'accord issu des négociations d'Alger, tout cela, c'est le résultat du manque de vision du président de la République. C'est le résultat de la mauvaise gestion de la crise du Nord. Et le résultat du rapport de force créé sur le terrain à partir du mois de mai 2014. Vous parliez de l'accord de Ouagadougou tantôt. Quand le président est arrivé le 4 septembre 2013, il n'a pas manifesté d'empressement particulier à mettre en œuvre l'accord de Ouagadougou. Il s'est méfié de l'accord de Ouagadougou. Il a donné l'impression de gérer l'accord de Ouagadougou, alors que l'accord de Ouagadougou était totalement favorable au Mali. Dans la mesure où, à travers l'accord de Ouagadougou, le Mali et la communauté internationale avaient réussi à convaincre les groupes armés à accepter l'intégrité du territoire, donc à renoncer à leurs revendications d'indépendance, à accepter le principe de l'unité nationale du Mali, à accepter le principe, encore une fois, de la forme laïque et républicaine de l'État malien, à accepter le principe du cantonnement et du retour de l'administration. Vous savez, le parrainage l'a dit récemment. En juillet 2013, moins d'un mois après la signature de l'accord de Ouagadougou, le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a pu se rendre à Kidal pour battre campagne. 2 ans après, où en est-on? Peut-il se rendre à Kidal aujourd'hui? Je dis, la situation que nous avons aujourd'hui au nord du Mali, c'est le résultat de la mauvaise gestion par le gouvernement en place de la crise du Nord. C'est le résultat d'un manque de vision et d'ambition. C'est le résultat d'une politique de méfiance vis-à-vis d'un accord qui était pourtant favorable, qui était l'accord de Ouagadougou. C'est le résultat du rapport de force créé sur le terrain. Quand le président a laissé le Premier ministre, Moussa Mara, le Premier ministre d'alors, Moussa Mara, dans une aventure absolument irresponsable, nous entraîner dans une guerre au mois de mai 2014 qui s'est traduite par des événements douloureux et le reflux de l'armée et de l'État malien de la région de Kidal, quand vous vous présentez une négociation dans ces conditions, il est évident que vous ne pouvez pas avoir plus que ce qui a été autour. Bien sûr que le président est au pied du mur, qu'il a le dos au mur, mais il faut dire qu'il a provoqué cette situation par la mauvaise gestion, par le manque de vision, par la méfiance vis-à-vis de l'accord de Ouagadougou et par le mauvais rapport de force créé sur le terrain. Ne n'oublions jamais. Et donc si nous sommes dans cette situation et que notre marge de manœuvre est devenue étroite du fait
de nos propres gouvernants, qu'est-ce qui nous reste? C'est nous concentrer sur nous-mêmes, envisager une mobilisation nationale, une réflexion nationale pour pouvoir nous sortir de cette situation. Mais on ne voit pas le gouvernement prendre cette direction. Pendant des mois, depuis juillet 2014, l'opposition dit au président: réunissez toutes les forces vives du pays pour que nous réfléchissions ensemble sur la grave situation du Nord. À ce jour, on n'a pas l'impression que le président est en train d'accepter ça. Pour réfléchir sur la grave situation du Nord, même au lendemain de la signature de l'accord d'Alger, il est nécessaire qu'il y ait une introspection nationale malienne sur ce document, qu'il y ait une appropriation nationale malienne sur ce document, que le Mali reprenne l'initiative, le leadership du processus de sortie de crise. Mais manifestement, il y a des défaillances à ce niveau-là. Et c'est pourquoi, 3 mois après la signature de l'accord d'Alger, vous voyez très bien dans quelle situation se trouve le Nord, dans quelle situation se trouve le pays. L'insécurité est galopante, les attaques, il y a encore 36 heures, c'était avant-Koro, n'est-ce pas? Dans les sacs de Bancas, les incidents sont multipliés, les soldats sont nos soldats, les membres des forces armées de sécurité du pays sont les cibles d'attaques d'hommes armés non identifiés totalement. Voilà une situation générale dans le pays qui, partout ailleurs, aurait incité à un peu plus d'humilité de la part des dirigeants, un peu plus de modestie dans l'abord des questions. Malheureusement, au Mali, nous avons un autre type de gouvernance qui ne crée pas les conditions pour que la nation fasse face à la situation. Monsieur Dramé, nous avons une question d'un internaute depuis le Kazakhstan. Je vous laisse découvrir la question. Bonjour, monsieur Tchébélan Dramé. Je m'appelle Seko Diallo, communément appelé Kiesou. Je suis malien résident à Manta au Kazakhstan. Voici ma question que je voudrais vous poser en vidéo. Monsieur Tchébélan, vous étiez aussi aux affaires pendant les 20 dernières années, avant le début de la crise malienne. S'il y avait quelque chose à refaire aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez fait? Si on disait que vous aussi êtes comptable, vous seriez d'accord? Ou bien vous avez la conscience tranquille? Je vous remercie. Je remercie beaucoup notre compatriote Sekou Diallo du Kiesou qui, depuis Almata, continue de suivre l'évolution de la situation au Mali. D'abord, il a posé la question de savoir si j'ai la conscience tranquille, est-ce que je me sens comptable de ce qui s'est passé dans ce pays les 20 dernières années. Je pense qu'il n'y a pas de patriote malien digne de ce nom qui est tranquille au vu de l'état de la situation, au l'état de notre pays. Le Mali est dans une situation extrêmement difficile, une situation dégradée de tous les points de vue. Une situation dégradée du point de vue de la gouvernance, une situation dégradée du point de vue de la sécurité, de la stabilité du pays, une situation dégradée dans la gestion d'ensemble de la question du Nord. Donc personne d'entre nous ne peut dormir pleinement de ce point de vue-là. Avons-nous participé à la gestion des affaires les 20 dernières années? Chacun sait qu'à certains moments, le Parina a participé au gouvernement de la République. Cela a été valable sous le président Konaré. D'abord pendant la transition démocratique, moi qui vous parle pendant la transition démocratique, c'est-à-dire 1991-1992, j'ai été ministre chargé des Maliens de l'extérieur, ensuite ministre des Affaires étrangères. De ce point de vue, nous avons joué notre partition dans ce qu'il fallait faire dans cette période particulièrement délicate de l'histoire de notre pays. Au lendemain de l'insurrection qui a renversé la dictature, on était déjà confrontés au problème du Nord et nous avions à négocier le pacte national de 1992. Et ce gouvernement de transition a organisé des élections qui ont conduit à la restauration de l'ordre démocratique et à la naissance de la Troisième République.
Et puis, pendant les gouvernements Konaré, notre parti, le Parena, qui est né en 1991, a participé pendant quelques mois à l'action gouvernementale, à travers le président du parti d'alors, le professeur Yoro Diakité, et le secrétaire général du parti que j'étais, et j'étais ministre des zones arides et semi-arides. Cela a duré 13 mois avant l'élection législative de 1997 et l'élection présidentielle de 1997. Ensuite, les camarades du Parena ont participé au gouvernement pendant que, personnellement, je me trouvais à l'Assemblée nationale entre 1997 et 2002. Pendant la période d'ATT également, le parti a été représenté au gouvernement à travers Mamadou Maya, ministre de l'Industrie, plus tard à travers Moussa Baladia, qui était ministre de la Jeunesse et des Sports. Et à la dernière période, jusqu'au coup d'État du capitaine Sanoko, le jeune de Kati, Djigiba Keïta a été ministre de la Jeunesse et des Sports. Donc je pense qu'il y a eu une participation du parti à l'action gouvernementale sous le président Alpha Konaré et Amadou. Mais ce tableau n'est pas complet si on n'ajoute pas que pendant ce temps, il y a eu une activité politique débordante du parti pour la Renaissance nationale, en l'occurrence le Parena, tant à l'Assemblée nationale qu'au de l'Assemblée nationale, pour tirer la sonnette d'alarme, critiquer l'action gouvernementale et pour nous opposer. Tous les Maliens qui ont de la mémoire, tous ceux qui s'intéressent au pays qui ont de la mémoire, savent le rôle particulièrement actif joué par le Parena, notamment sur la question du Nord, tirant la sonnette d'alarme, organisant des réunions nationales et internationales sur la question du Nord du pays. Tout un chacun se souvient que le Parena a dit régulièrement qu'il faut surveiller le Nord comme du lait sur le feu. Qu'il faut surveiller le Nord comme du lait sur le feu. Cette formule a été utilisée et réutilisée par le Parena en faisant des propositions très concrètes pour éviter la catastrophe que nous avons. La dernière activité que nous avions organisée, c'était en décembre 2011. Nous avons organisé à Bamako une réunion internationale d'une importance particulière avec la participation de centaines d'élus locaux du nord du Mali. Et après 3 jours de débat, nous sommes allés remettre les conclusions au président de la République d'alors, Amadou Tounkara. Je crois que tout un chacun sait que sur la question de l'école, sur la question de la sécurité, de l'insécurité, sur la question de la crise de la famille, n'est-ce pas, le Parena a été un vivier de propositions concrètes aux différents gouvernements qui se sont succédés. Nous ne nous sommes pas croisés les bras parce que nos camarades sont au gouvernement, nous ne sommes pas croisés les bras parce que nous étions dans l'opposition. Nous avons régulièrement critiqué les gouvernements et fait des propositions. Comme nous le faisons aujourd'hui, alors que nous sommes. Et quand malheureusement le coup d'État est survenu, vous vous souviendrez également que le Parena a été en première ligne contre le putsch. Parce que nous savions, même si la gouvernance d'alors, il y avait à redire que le putsch était la pire des choses qui pouvaient arriver à notre pays. Le putsch du capitaine Sanoko et de ses camarades. Je dis donc que si vous nous dites de ce point de vue-là, est-ce que nous avons la conscience tranquille? Oui, nous avons la conscience tranquille parce que nous n'avons pas triché avec notre pays, loin s'en faut. Et que même quand nos camarades ont été au gouvernement, nous avons eu une activité politique conséquente de critiques et de propositions. Chacun se souvient des 5 années que j'ai passées à l'Assemblée moi-même, où, pendant que mes camarades étaient au gouvernement, je n'ai jamais cessé de tirer la sonnette d'alarme, de critiquer, de faire des propositions. Merci énormément, M. Dramé, pour vos réponses pertinentes. Donc, chers fidèles auditeurs et auditrices d'Africains, nous espérons que cet échange aura été bénéfique pour tout un chacun d'entre vous. Donc, nous vous remercions et merci énormément pour votre fidélité. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine interview. Inch'Allah.